CRTV News, ici, toute l'info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Pour magnifier la coopération entre l'ONU et la sous-région Afrique centrale, audience ce mercredi à François Loum-Senifal au Palais de l'Unité. L'échange entre le chef de l'État et le diplomate onusien est en tête de ce journal. Pour magnifier les emblèmes de la République, le 20 mai 2020, jette un faisceau de lumière sur le drapeau tricolore et sur les armoiries du Cameroun. La sacralité de ces symboles est à suivre en page spéciale du journal. Pour magnifier le sacre de PWD de Bamenda, le champion de la saison, célébré par ses fans dans le nord-ouest, nous irons vivre la fête du football sur place à Bamenda. Ce sera en page des sports du journal. Voilà pour les titres. François Loum-Senifal au Palais de l'Unité, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, était reçu ce mercredi en audience par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Un habitué de cette tête-à-tête, le chef du bureau des Nations Unies pour la sous-région est venu faire le point de divers sujets brûlants avec le chef de l'État camerounais, la sécurité, l'intégration sous-régionale, mais aussi la crise sanitaire en cours. Reportage au Palais de l'Unité. Yves-Marc Modjo. 6 éléments du groupement d'honneur de la garde présidentielle, sabre au clair et cache-nez bien en place pour le rituel d'accueil de l'illustre visiteur du président de la République, Paul Biya, ce mercredi 13 mai 2020 au Palais de l'Unité. En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le Palais de l'Unité prêche naturellement par l'exemple dans la mise en œuvre des mesures barrières et des règles de distanciation sociale. L'illustre visiteur de ce 13 mai 2020 au Palais présidentiel est un visage bien connu, un habitué des allées du pouvoir a tout dit. En sa double qualité du chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale et de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans cette sous-région, M. François Loum-Senifal sera reçu pendant près d'une heure par le président Biya pour évoquer diverses questions d'intérêt partagé, en tête desquelles se trouvent des questions d'ordre sécuritaire et d'intégration sous-régionale. Le chef de l'État m'a fait l'honneur de faire un tour d'horizon de la situation politique, économique et sociale, pas seulement du Cameroun, mais de toute la sous-région. Nous avons parlé des questions sécuritaires, des problèmes d'intégration. Et comme cette audience se passe dans un contexte de pandémie de Covid-19, le chef de l'État m'a longuement entretenu de toutes les mesures que le Cameroun est en train de prendre pour faire face à cette pandémie. J'ai saisi l'occasion pour apporter le soutien total des Nations Unies à toutes les initiatives qui sont prises dans ce sens, parce que cette pandémie devient l'ennemi numéro 1 qu'il faudra combattre. Autre sujet majeur, au menu des entretiens entre le président Biya et son hôte de ce 13 mai 2020, l'examen de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un examen dont il est ressorti, selon les dires de l'illustre visiteur, un engagement déterminé du président Biya à assurer le retour à la cohésion et à une totale stabilité dans ces deux régions. J'ai trouvé auprès de Monsieur le Président de la République un observateur attentif et avisé sur les défis auxquels le Cameroun fait face et les dispositions du gouvernement à tout mettre en œuvre pour renforcer la stabilité et la cohésion du Cameroun. Nous avons eu un entretien franc, fructueux, et je repars de cette audience reconforté, sachant que la sagesse du président continuera à aider et à guider toutes les actions qui sont menées pour faire du Cameroun un pays uni et stable. Au terme de ces entretiens avec le chef de l'État, François Loum-Senifal sera raccompagné au perron du palais présidentiel dans une atmosphère de grande cordialité.
Du Palais de l'Unité, allons à l'immeuble Étoile où se tenait ce mercredi la première réunion du comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement des deux régions, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un sujet évoqué par le président de la République et son hôte du jour. Au terme de ces travaux, principale résolution, la priorité sera donnée aux zones pacifiées avec un premier budget annuel d'un peu plus de 36 milliards de francs CFA. Laurentine Bokono fait le point des travaux. Il y avait du beau monde ce mercredi à la première réunion du comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au premier plan, le directeur de cabinet du Premier ministre, Balungeli Confiance Bouné, président du dit comité. C'était en présence du coprésident du comité, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun. Les autres membres du comité étaient également présents. Membres du gouvernement, autorités religieuses, représentants des associations de jeunes et de femmes. Le plan de travail présenté par le coordonnateur du comité de pilotage, Paul Tasson, a été adopté. La promotion de la cohésion sociale dans les régions concernées sera en première ligne. Il s'agirait pour nous d'accompagner les organisations civiles de base afin qu'ils comprennent exactement comment le plan se déroulera. Nous comptons accompagner ces organisations avec un certain nombre d'ateliers sur comment procéder à reconquérir la paix. Par ailleurs, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, le coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'apprête aussi à engager la construction des infrastructures de base. Nous allons commencer la réhabilitation des écoles, des centres de santé, des routes, la reconstruction des ponts, la réhabilitation des points d'eau et le rétablissement des lignes d'électricité qui ont été détruites. Troisième centre d'intérêt, la revitalisation économique. Nous comptons pouvoir mettre à la disposition des bénéficiaires du plan un certain nombre d'intrants agricoles pour les permettre de ressusciter les champs qui ont été abandonnés. Pour la première année de mise en œuvre du plan présidentiel, un budget de plus de 36 milliards 320 millions de francs CFA a été adopté. Le président du comité de pilotage, Balungeli Confiance Bouné, a recommandé la poursuite des consultations pour une meilleure prise en compte des aspirations des populations. Placé sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vient ainsi d'entrer dans sa phase opérationnelle. Le 20 mai, c'est dans une semaine, la page spéciale du journal salue ce soir les emblèmes de la République. Page spéciale consacrée à la fête nationale et première révérence au drapeau tricolore, le vert, rouge et jaune, adopté comme pavillon national le 10 mai 1957 par l'Assemblée législative du Cameroun. Puis il va évoluer en mai 1975 avec le retour à l'État unitaire. Les mauvais usages de cet emblème national pourrait entraîner des sanctions pénales allant jusqu'à 20 années d'emprisonnement ferme. Pour la levée des couleurs, Agnès Solange à Bessolo. 3 couleurs hautement symboliques et verticalement alignées, avec au centre une étoile jaune. Voilà fièrement dressé le drapeau du Cameroun. L'étoffe voltige officiellement sur sa terre natale, berceau de nos ancêtres, depuis le 21 mai 1975, soit 15 ans après l'indépendance. Un concours avait été lancé, des propositions recueillies, qui avaient donné lieu à l'adoption d'un certain nombre d'emblèmes. Mais celle qui a été retenue était justement celle qui donnait lieu au choix du drapeau vert, rouge, jaune, sans la moindre étoile. Au nom de l'histoire et de la patrie, l'usage du drapeau camerounais s'inscrit dans un cadre restreint et strictement contrôlé. C'est le décret du 16 septembre 1976 fixant les règles de protocole applicables en matière de cérémonie publique qui indique clairement que le président de la République
est le gardien du drapeau de la République en son palais. Dans le même texte, il est fait interdiction aux particuliers de hisser, de déployer le drapeau au-dessus de leur domicile ou au fronton de leur entrée principale. Même sur des véhicules de transport public, quelquefois des véhicules de particuliers, au stade ou partout ailleurs, devant des chaufferies traditionnelles. En plus des usages interdits du drapeau, l'autre sujet d'exactitude concerne les sanctions pénales prévues par la loi en cas de profanation du drapeau. Les sanctions, pour ce qui est des délits, peuvent aller jusqu'à 3 à 5 ans. Elles peuvent être assorties de condamnations pécuniaires. Et pour ce qui est des personnels des corps de défense, notamment des militaires, les condamnations peuvent aller de 6 mois à 5 ans, s'agissant par exemple d'un militaire qui refuse de rendre les hommages ou les honneurs au drapeau. Vivement un encadrement combiné avec un enseignement civique des usages du drapeau, la répétition est la mère de l'apprentissage. Dans les forces de défense nationale, on s'engage, on vit et on meurt parfois sous le drapeau. Toute activité dans les casernes commence par la levée des couleurs. Pierre Evembe est allé voir ce rituel ce matin au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Il est 6 heures au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Les troupes de garde se préparent à observer un rite qui constitue le fondement même de leur enrôlement, hisser le drapeau du Cameroun au sommet du mât. C'est un rituel quotidien au sein des forces de défense. La levée de couleurs. C'est une manifestation par laquelle les forces de défense rendent hommage aux symboles et aux personnes qui ont droit. 7 heures, le top est donné et cette étoffe qui va au-delà de la matière doit flotter et faire briller son étoile, ici comme ailleurs. Elle est faite dans toutes les unités des forces de défense. Elle peut ne pas être à la même heure. Elle peut être à 8 heures dans certaines unités, mais pas au-delà de 8 heures. À l'extérieur, tout est à l'arrêt. Les civils appelés à manifester civisme et fibre patriotique. Le civisme, nous avons étudié à l'école, quand on lève les couleurs ou on descend les couleurs, tout citoyen, quel que soit ce qu'il fait, s'il se retrouve dans le périmètre où la cérémonie est en train de se passer, il s'arrête pour rendre hommage, c'est le pays. Le drapeau, tout un symbole dont le respect et la protection n'ont pas de prix. Nous sommes les forces de défense, nous défendons les couleurs et le drapeau représente le pays, l'État du Cameroun. Nous sommes prêts à défendre les couleurs de notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Regardez ce drapeau flotter et veillez à ce qu'il ne tombe jamais. Plus qu'une mission, un haut commandement divin inscrit et inscrit dans les gènes de chaque Camerounais. L'État unitaire du Cameroun est également symbolisé par d'autres emblèmes, les armoiries de la République, composées d'un écu en forme de bouclier frappé au-dessus de la devise nationale « Paix, travail, patrie ». Des éléments sacrés tels l'hymne national, le sceau de la République viennent compléter cet emblème d'identification de la nation. Leur évolution au cours de l'histoire, c'est une évocation de Séverin Legambélé. Les constitutions successives depuis l'indépendance du Cameroun ont défini des éléments d'identification de l'État. Des symboles et emblèmes qui obligent le citoyen à un comportement type vis-à-vis des institutions de la République. Il y a 3 éléments essentiels, c'est-à-dire qu'il y a la différence que les Camerounais chaque Camerounais doit faire lorsqu'il voit les symboles emblèmes de la République. Il y a l'autre élément, il y a l'élément d'identification, c'est-à-dire que le Camerounais doit s'identifier aux symboles emblèmes. Et évidemment, il y a le 3e élément dont je veux, c'est la fierté d'être Camerounais. Lorsqu'on regarde le drapeau vert ou jaune, c'est souvent quelque chose de magnifique. Dans la classification, on retient parmi les symboles de la nation la dénomination République du Cameroun, par exemple, les caractéristiques de l'État, État unitaire décentralisé, les langues officielles, la devise, l'hymne, le drapeau, le siège des institutions, le sceau et les armoiries.
Le public connaît plus le sceau qui est la représentation officielle, c'est l'acte régalien qu'on appose sur les documents officiels de la République. Mais également, certaines institutions également ont les armoiries comme symbole de reconnaissance de l'État. Par exemple, je vais en parler du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a comme symbole les armoiries de la République. Et si nous faisons également attention, les associations sportives, l'armée également utilise les armoiries. Compte tenu de l'évolution de l'histoire, il est fort possible que la liste des symboles et emblèmes nationaux se rallonge à l'avenir. Nous prenons par exemple la fête nationale, qui est un symbole et emblème, mais sur le plan sociologique, sur le plan culturel ou bien sur le plan sportif, les lions indomptables sont devenus également un symbole et emblème, compte tenu de tout ce qu'ils ont fait. Par les symboles et emblèmes, il faut voir une partie de l'histoire du Cameroun révélée et les valeurs de la République à promouvoir. Sur le plan du mode de vie, le Cameroonian Way of Life, la mode vestimentaire est également un puissant élément d'identification. Et à côté de la toge, dans le nord-ouest, une autre étoffe a désormais conquis le cœur des Camerounais de tous bords et même des grands couturiers occidentaux. Il s'agit d'une dope qui distingue la noblesse dans les grassfields de l'ouest Cameroun, une étoffe qui a décidément le vent en poupe. Barbara Padjama. Les Camerounais font la cour à ce bout de royauté. Tout le monde paye, même si les nordistes, même si un blanc, il paye ça. Loin des projecteurs, le ndop originel se tisse dans le Cameroun profond. Tient son foyer souche en ndop dans le nord-ouest. Les Grassfields lui ont attribué des ornements de noblesse. Pour ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette cotonnade est convoitée. À la main, en faible quantité, l'étoffe est rare. L'avoir dans son placard fait pousser des ailes et donne la hauteur à l'unité nationale. Les Camerounais sont bien orgueilleux de cet héritage culturel qui transcende les contrées. La parade d'une dope est nationale et internationale. Pour la forte demande de ce textile qui rapproche, la cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM, produit des copies d'une dope en quantité industrielle pour habiller la fierté, la diversité et la richesse du Cameroun. Toutes nos excuses pour la fin abrupte de ce reportage de Barbara Padjama. Allons à présent dans le sud-ouest. Là-bas, les nombreuses vagues migratoires ont amené des peuples des côtes de l'Afrique vers Limbe, Boya et d'autres villes de la région. De même, le brassage ethnique du fait des affectations dans l'administration publique contribue à donner à cette région un visage cosmopolite. Voyons cela avec Roger Samaki Poro de CRTV Sud-Ouest. La commune de Tombel, dans le coupé Mwanengouba par exemple, a pour maire Rose Ngassa, une femme originaire de la région de l'Ouest. Les populations locales viennent de reconduire son équipe pour un autre mandat de 5 ans à la tête de cette collectivité territoriale décentralisée. La ville de Tiko, dans le Fako, a également eu par le passé des maires issus d'autres régions du pays. Il y avait un maire là-bas qu'on appelait Paul Bamileke, mais son nom c'est Paul Senjo. Il était très efficace. Ce qui est très important, c'est pour développer la localité. Durant l'époque des Allemands, cette partie du pays avait déjà de nombreuses plantations. Les ouvriers venaient donc de partout pour y travailler. Ils étaient originaires de tous les horizons du Cameroun. Après la Première Guerre mondiale, ils sont restés et se sont installés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud-Ouest. Donc, l'intégration nationale a commencé dans le Sud-Ouest bien avant la réunification. Outre les collectivités territoriales décentralisées, de nombreux ressortissants de certaines régions assurent le leadership dans d'autres domaines, ici dans le Sud-Ouest. Ils sont entre autres présidents de syndicats, présidents de clubs de football et chefs de quartier. Les observateurs avertis saluent ces avancées. La Constitution prévoit que tous les Camerounais, ils peuvent vivre n'importe où ils veulent, sur le territoire national. L'important, c'est qu'on travaille ensemble avec équité pour montrer aux autres que le Cameroun aussi est aussi un bon pays.
Les populations du Sud-Ouest s'accordent à reconnaître que cette région reste un creuset de l'intégration nationale et du vivre ensemble. L'économie dans le journal est d'abord la lourde ardoise du Covid-19. 2 mois après, la crise sanitaire a déjà coûté quelques 800 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Des révélations faites ce mercredi par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, s'exprimait au cours d'une conférence de presse donnée conjointement avec ses homologues de la santé publique et de la communication. La synthèse, Lucrèce Mbenga. C'est une facture salée que paye l'État du fait du Covid-19. Face à la presse, le ministre des Finances donne le montant du manque à gagner au niveau des recettes. Nous aurons perdu en termes de recettes, à cause de la crise, à peu près 800 milliards de francs CFA. 772 exactement. Pétrole, les recettes douanières, les recettes fiscales, etc. etc. Le gouvernement travaille à ce que nous n'arrivions pas à cette hypothèse catastrophique, c'est-à-dire que nous allons continuer de soutenir le secteur privé, mais en faisant en sorte que le gouvernement continue de remplir ses obligations régaliennes. Le gouvernement travaille donc à maintenir les équilibres, mais ces efforts seront vains si les populations continuent de jouer à la roulette russe avec les mesures barrières. L'assouplissement des mesures gouvernementales encore en vigueur n'est nullement incompatible avec les précautions qu'imposent les mesures barrières, tant au plan individuel que dans les différents lieux de loisirs et de restauration, ou encore dans les moyens de transport en commun. Et parce que la crise sanitaire court toujours, les 135 milliards de francs CFA débloqués par le FMI seront utilisés à bon escient. Je peux vous donner les grandes priorités qui vont, n'est-ce pas, des équipements de protection individuelle pour la protection d'abord du personnel de santé, ensuite du personnel de laboratoire et l'ensemble, n'est-ce pas, des professionnels de la santé. Nous avons la mise sur pied de ce centre spécialisé de prise en charge du Covid. Ces dépenses interviennent alors que 2 sujets préoccupent l'opinion. La reprise de l'école en juin prochain et la réouverture de l'espace aérien à une compagnie étrangère. Le gouvernement a dit qu'on pourrait reprendre le cours le 1er juin si toutes les conditions sont remplies. Il faudrait bien ajouter cette éventualité-là, parce qu'effectivement, cette décision devrait suivre la cinétique de l'épidémie. Ce sera un vol par semaine d'une compagnie aérienne qui a demandé expressément à ouvrir les vols commerciaux au niveau du Cameroun. Ça sera un vol par semaine, alternativement sur Yaoundé et Douala. Cependant, s'il fallait retenir une chose de cette conférence de presse, c'est bien le plaidoyer du gouvernement pour le respect collectif et individuel des gestes barrières. Et avant d'évoquer d'autres conséquences et l'impact de cette pandémie sur l'économie nationale, je vous invite à aller pour le bilan quotidien au centre des opérations des urgences de santé publique pour le point de presse de ce mercredi soir au quartier Messa. On appelle l'attention là-bas à la remontée des cas de contamination. Pour les explications, retrouvons donc Évariste Yenga et son expert de ce soir. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, c'est le petit compteur qui affiche les guérisons ce soir, seulement 10. Vous me direz que c'est pas peu, mais en même temps vous constaterez que c'est pas aussi important que parfois. Au bilan global, ce sont 1555 guérisons donc enregistrées depuis le début de la riposte contre cette pandémie de la Covid-19 au Cameroun. En revanche, il y a une remontée des chiffres de la contamination. Ces chiffres prennent de l'épaisseur. La cote d'alerte est importante, notamment dans 2 régions, celle du centre et celle du littoral. Et puis un deuxième palier de la cote d'alerte, c'est le nord-ouest et la région de l'Est où les chiffres sont un peu grandissants. Explication des experts de ce centre, c'est un relâchement des populations quant à l'observance des mesures barrières. Alors il faut revenir à cette bonne vieille
habitude avec laquelle il faudra désormais composer. Ce soir, lumière sur l'amalgame qui est faite sur les symptômes de la Covid-19 et nous recevons pour ces éclairages le docteur Noudji Simon. Il est le chef d'unité sensibilisation du système de gestion de l'incident niveau central. Bonsoir docteur. Bonsoir. Docteur, très souvent on le constate, des populations qui sont un peu embarrassées entre une toux, un rhume, qui ne sont que des symptômes. Mais dites-nous, comment faire la différence entre une grippe ordinaire et la Covid-19? Très bonne question. Donc, la grippe et l'infection au nouveau coronavirus, dont le Covid-19, sont toutes des pathologies de la sphère respiratoire. Maintenant, dans la grippe, on a des symptômes qui sont communs, notamment la fièvre, l'écoulement nasal, que nous on appelle dans le jargon médical les rhinorrhées, des maux de tête, des douleurs articulaires diffuses qu'on appelle les polyarthralgies. Dans le cas de l'infection au coronavirus, au nouveau coronavirus, on a les mêmes symptômes, sauf qu'on peut avoir d'autres symptômes rajoutés, notamment la perte de l'odorat qu'on appelle dans le jargon médical l'anosmie, la perte du goût, la gueusie. Mais maintenant, ces symptômes-là ne sont pas forcément liés. Ils ne sont pas forcément constants. Donc, c'est tout ça qui fait la grosse spécificité. C'est-à-dire quoi? Chez d'autres personnes, on peut juste avoir de la fièvre, on a de l'asthénie. Et lorsque un médecin investigue bien, on fait des examens appropriés, on trouve que la personne est infectée par le nouveau coronavirus. Donc, pour éviter toute spéculation, pour éviter toute ambiguïté chez nos chères populations, si vous avez n'importe quelle question, vous voyez, on a des personnes vraiment qui sont au bout du fil, qui peuvent donner la bonne information aux populations pour pouvoir dissiper toute ambiguïté. Il s'agit du centre d'appel qui assure la veille. On peut appeler 24 heures sur 24. On n'en parle pas ce soir. On revient justement aux symptômes. Il faut démêler les chevaux. Quand on dit température élevée, qu'est-ce que le thermoflash ou le thermomètre affiche et que ressent le patient? Ok. Dans la fièvre, pour nous, c'est lorsqu'on a une température qui est supérieure ou égale à 38 degrés. Donc, lorsqu'on va utiliser le thermoflash, ça va nous inscrire 38 degrés. Voilà un symptôme quand même qu'on ne peut pas négliger. Voilà, mais comme on vous a dit, il y a d'autres symptômes. C'est un faisceau de symptômes qui peuvent faire penser au diagnostic de l'infection au nouveau coronavirus. La température, qu'est-ce qu'elle indique? 38 degrés Celsius minimum. 38 degrés Celsius minimum. Mais maintenant, on va essayer de nuancer parce que c'est lorsqu'on a utilisé un thermoflash. Parce que si maintenant la personne est à domicile et n'a pas le thermoflash, il utilise le thermomètre à mercure et la personne secoue, place à son aisselle, la température, si elle met 37,5, ça veut dire qu'en fait c'est 38. Parce que lorsqu'on prend la température au niveau des aisselles, il faut pouvoir ajouter 0,5. C'est lorsqu'on a pris la température au niveau de l'anus qu'on n'ajoute plus. Donc on tient vraiment à rappeler cela à notre population. Dites, vous allez aussi leur rappeler cela. S'agit-il toujours de tous les symptômes à la fois ou pas toujours? Comme on vous a dit, les symptômes de l'infection au nouveau coronavirus ne sont pas forcément typiques. Donc, la cascade de la symptomatologie, fièvre, maux de tête, fatigue, perte de l'odorat, perte du goût ne sont pas constants. C'est patient dépendant. Donc, on aura des patients qui, par exemple, auront de la fièvre, de l'asthénie, après investigation d'un professionnel de la santé, là, le coronavirus, par exemple. Une autre personne peut juste avoir de la toux, après de la fièvre, après investigation, et il y a des examens précis qu'on fait pour pouvoir étayer le diagnostic. Donc, c'est pour dire que la cascade n'est pas typique dans la symptomatologie liée à l'infection au nouveau coronavirus. Docteur Noudji, on va s'arrêter là en vous remerciant pour votre contribution. Voilà, Adèle, en appendice du point de presse donné ce soir par le docteur Fané Mahamat, il a été indiqué, il a été mis une croix sur la stigmatisation des patients du Covid-19 qui restent des personnes ne souffrant que d'une grosse grippe, une grippe avec des effets dévastateurs un peu plus importants que la grippe ordinaire. À vous.
Merci Évariste, merci au docteur Simon Noudji. Nous parlons effectivement de la stigmatisation dans un instant, dans la suite du journal. Et nous revenons d'abord dans le cours de ce 20h30 sur l'impact de la pandémie sur l'économie avec cette question: dévaluera, ne dévaluera pas le franc CFA? Et entre deux eaux, les effets de la pandémie du coronavirus sur les économies des 6 États de la sous-région Afrique centrale font peser de lourdes menaces sur la monnaie commune, malgré les assurances de la BEAC. Quelle perspective pour le CFA? Question à Marie-Laurence Senké. Face aux exigences évoquant l'ombre d'une dévaluation du franc CFA, du fait d'un niveau encore faible des réserves monétaires extérieures, le gouverneur de la Banque centrale a tenu à rassurer sur la solidité du franc CFA des pays de la CEMAC. Cette donnée, qui vise aussi à consolider la confiance des investisseurs et des partenaires des États de la CEMAC, offre une indication sur la résilience de la zone économique face aux incidences de la crise liée au Covid-19. C'est tout à fait rassurant quant à la dévaluation du CFA. Mais je dois dire que cela n'enlève pas le risque. C'est une crise qui a touché le secteur productif, c'est-à-dire l'économie réelle. Cela touche la production et les exportations. Et quand les exportations sont touchées, vous savez, les exportations, c'est la première source de devises pour un pays. Donc quand les exportations sont touchées, comme ce sera le cas de nos pays, alors le risque de déséquilibre extérieur de la monnaie est là. La bonne tenue des avoirs extérieurs n'éloigne toutefois pas le risque au regard, d'une part, des incidences économiques et financières de la pandémie sur les pays de la CEMAC et d'autre part, du fait de l'ignorance d'une variable importante de l'analyse qu'est la durée de la pandémie. Ce que la BEAC nous dit, c'est qu'il n'y aura pas d'évaluation effective, mais ce que les experts disent, c'est qu'il y a un risque. Donc il faut travailler, n'est-ce pas, pour mitiger ce risque de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème, à ce qu'il n'y ait pas de bagarre au plan politique pour empêcher la dévaluation, de sorte que la monnaie soit soutenue, n'est-ce pas, que l'équilibre extérieur de la monnaie ne soit pas atteint. Cependant, force reste à la loi. En effet, cette modification de la parité entre le franc CFA et l'euro relève de la compétence discrétionnaire des chefs d'État des pays signataires de la Convention de coopération monétaire entre la France et les pays membres de la CEMAC. L'alinéa 2 de l'article 12 de la dite convention énonce que la parité est susceptible d'être modifiée après concertation entre les États signataires compte tenu des exigences de la situation économique et financière des États membres. L'autre inquiétude sur ce front socio-économique concerne les emplois. Les entreprises vont-elles décompresser ou non? Mais malgré le ralentissement des activités pour environ 92% de ces entreprises à capitaux privés, le GICAM encourage les patrons à ne pas céder à la pression vers la suppression des emplois. Le groupement interpatronal du Cameroun, qui s'entretenait ce mercredi à Douala avec le patronat et les syndicats, il s'agit de créer une coalition pour sauver les emplois. Napoléon Bonaparte Besson est dans la capitale économique. Depuis l'apparition du Covid-19 au Cameroun, le tissu économique connaît une détérioration rapide susceptible d'affecter le chiffre d'affaires et la situation de l'employé, mais pas seulement. Et c'est pour prendre conscience de ces risques à plus ou moins long terme que le patronat, représenté par le GICAM, et 5 confédérations syndicales des travailleurs ont adopté une déclaration commune question de servir les intérêts des entreprises et des ménages. Sur la table des échanges, 5 sujets majeurs: les mesures gouvernementales sur les entreprises et le monde du travail, les recommandations et propositions des partenaires sociaux sur la gestion de la crise et de l'après-crise. Le GICAM considère qu'il s'agit d'une amorce et qu'il faut aller un peu plus loin. Quand vous remboursez aux entreprises des crédits de TVA qu'elles attendaient depuis, pour lesquels elles sont peut-être même déjà endettées avec des agios qui courent dessus, cela n'est pas de nature à leur permettre de sortir d'une situation difficile. Il en ressort globalement que 92% des unités de production nationale sont négativement impactées par le virus, dont 52 sont des PME.
Bien qu'ayant apprécié les politiques publiques sur le coronavirus, les participants ont émis le souhait d'un dialogue social tripartite, État, employeurs, travailleurs, en vue de créer des entreprises durables et des emplois décents et productifs. Le feuilleton de la semaine sur ce qui est à proscrire dans la lutte contre le Covid-19, ne rejetez surtout pas ces malades guéris ou non de la maladie. La stigmatisation, les préjugés et le rejet social, parlons-en donc. Voilà des faits qui peuvent tuer psychologiquement plus que la pandémie elle-même. Ce qu'il ne faut pas dire ou faire, c'est dans ce reportage de Daniel Menanga. Ça fait 2 semaines, j'étais malade, très malade. Hein. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je préfère appeler le docteur chez moi qu'il me soigne. Ce témoignage, un contre-exemple des comportements à adopter au plus fort de la pandémie de Covid-19. Nous pensons que c'est l'un des éléments, l'un des facteurs qui est à l'origine et qui sera à l'origine de la propagation de la maladie et même du nombre de décès en communauté. La peur se propage dans les esprits à la même vitesse que le virus redouté. Même pas seulement dans une voiture, même à la maison. Quand ma fille tousse là, je dirais, hey, ma fille, qu'est-ce que c'est pas le début de corona. Une victime a bien voulu se confier à nous, en requérant l'anonymat bien sûr. Il y a eu beaucoup de panique autour de moi. Est-ce que c'est parce qu'on voit à la télé ou un malade est connecté à plusieurs appareils? J'ai senti une espèce de stigmatisation au moment où je retirais le résultat. La dame qui me recevait, et même la manière dont elle me tendait le stylo. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas déjà préparé, vous pouvez vous dire c'est presque la fin, quoi. L'interview se déroule au téléphone dans le strict respect des règles de distanciation sociale. Tu parles d'une stigmatisation. Généralement, c'est la peur qui est à l'origine de ce comportement, la peur de mourir. Mais ce qui a lieu de savoir, c'est que l'on en guérit 97%. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait enfreint à une règle, une norme de la société, non. La stigmatisation, elle nous pousse au bord du précipice de la contamination au Covid-19. Nul ne sait qui sera le prochain sur la liste. Et voilà qui est dit. Et heureusement, le don spécial du président de la République continue de déployer le dispositif de protection sur le terrain. Ce don était distribué ce mercredi aux populations du département du Faro et d'Eo dans la Damawa. La joie des récipiendaires et les recommandations de l'autorité administrative, c'est dans ce reportage de Rigobert Chimiso. Arrondissement de Galim-Tignière, que le préfet du Faro Edeo a bouclé sa tournée de distribution du matériel sanitaire, donc du président de la République. Ce dont le chef de l'État est venu booster l'effort fourni par les municipalités. De Tignière à Galim, en passant par Mayo Baléo et Concha, Auguste Essomba a instruit les différents sous-préfets d'en faire bon usage. Parce que, ajoutera-t-il, la chaîne de solidarité nationale impulsée par le chef de l'État est de permettre aux populations les plus reculées de pouvoir faire face au Covid-19. Message bien assimilé par les autorités locales. Bien utiliser ce don et l'utiliser pour les mesures barrières, pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette aide qui arrive au bon moment va nous permettre de booster hors de notre arrondissement cette maladie, ce coronavirus. À chaque étape, une prière œcuménique a été dite à l'endroit du donateur, donc le président Paul Biya. Sur le terrain ce mercredi à Yaoundé, le collectif des ONG pour la sécurité alimentaire et le développement rural lançait une campagne de sensibilisation et de distribution des kits de protection et d'hygiène contre le Covid-19. La campagne cible les enfants, ces jeunes vendeurs dans les marchés. Et dans le démarrage de la campagne ce mercredi, donc à l'arrondissement de Yaoundé 4e, il y avait notre reporter Laetitia Onana. La pandémie du coronavirus, la santé des petits vendeurs préoccupe le collectif des ONG pour la sécurité alimentaire et le développement rural.
Ici, en plein cœur du marché Kounoua et Yaoundé, une équipe du dit collectif fait réviser à ce groupe les gestes barrières, se laver régulièrement les mains à l'eau coulante et au savon et bien porter les masques de protection. Les enfants ont le droit à la sensibilisation comme les adultes sur le coronavirus parce qu'ils peuvent être d'excellents ambassadeurs au sein des familles. Quelques parents, visiblement satisfaits, prennent part à cette session de formation et de distribution des kits. Nous remercions beaucoup l'ONG. L'opération 1000 enfants contre le Covid-19, quadrillée par la police, va s'étendre dans 13 autres marchés de la capitale Yaoundé, puis à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Direction la Belgique, où la Fédération des associations et sociétés camerounaises de la diaspora est aux côtés des compatriotes sur place là-bas dans cette lutte contre le Covid-19. Des étudiants camerounais viennent ainsi de bénéficier de la générosité de cette fédération. C'était sous la houlette de l'ambassade du Cameroun. Pierre Evembe. Universités, grandes écoles, restaurants, bars et de nombreuses entreprises fermées, les étudiants camerounais et leurs frères et sœurs d'Afrique subsaharienne vivant à Bruxelles et à Mons, en Belgique, subissent les ravages de la pandémie à coronavirus. Même les petits jobs qui leur permettaient d'arrondir les fins du mois sont un souvenir ineffable. La solidarité camerounaise s'est mise en branle à travers la FASCADI, la Fédération des sociétés camerounaises de la diaspora, pour voler au secours de ces fers de lance de leur pays. Des équipements de protection contre le coronavirus et des colis alimentaires pour leur permettre de tenir pendant cette période de confinement, période de diète. Pour les étudiants, nous devons leur donner de la bonne nourriture parce que la santé passe par l'alimentation. Donc c'est pour ça que la qualité a été choisie. Un geste salué par les bénéficiaires, louant au passage l'exemple de ce groupe de Camerounais de la diaspora qui pose des actes citoyens et contribue ainsi à donner au monde la traditionnelle image d'un pays uni derrière sa jeunesse, ses valeurs et son rayonnement. La FASCADI, à son tour, a salué l'encadrement et l'accompagnement quotidien de cette diaspora patriote par l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, Daniel Evina Abbé. Autre chose dans l'actualité, un nouveau secrétaire permanent est aux commandes du Conseil national de la décentralisation. Elle s'appelle Madame Evelyne Koa. Elle prend le relais de Luc Messia Tangana, désormais maire de la ville de Yaoundé. Après le passage de témoins, les deux personnalités étaient reçues par le ministre Georges Elanga Obam. Le reportage de Séverin Legamblé. L'urgence de la préparation et du suivi des transferts de compétences et de ressources aux collectivités territoriales décentralisées ne donne aucun instant de répit aux autorités compétentes. Au lendemain de sa désignation par un arrêté du Premier ministre, le nouveau secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation et son prédécesseur ont procédé ce mercredi à la passation technique de service, en présence du conseiller technique du chef du gouvernement. Cet acte administratif apporte un nouveau souffle à ce secteur d'activité qui a connu un relâchement certain depuis l'élection de Luc Messia Tangana à la mairie de la ville de Yaoundé. C'est une lourde tâche, mais ce sera une très belle aventure, un très beau challenge. Je m'y engage avec beaucoup d'enthousiasme. Bien entendu, vous savez que la décentralisation est l'une des politiques publiques majeures de notre pays actuellement et sur laquelle le président de la République compte pour développer notre pays et apporter une plus grande participation des populations et leur permettre de participer davantage à leurs affaires, aux affaires locales. Technicienne de l'administration bien connue dans l'univers de la décentralisation, Madame Evelyne Koa, au cours de la visite au ministre de la décentralisation, par ailleurs, vice-président du Conseil national de la décentralisation, s'est montrée disposée à tout accompagnement susceptible de faire avancer la mise en œuvre de cette politique publique. Également dans l'actualité, l'annonce ce mercredi de la nomination de Monseigneur Emmanuel Dassi Woufang à la tête de l'évêché de Bafia, c'est dans le Mbam et Inubu, ici dans le centre. Les fidèles se disent soulagés 3 années après le décès tragique de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Emmanuel Biconde de CRTV Centre est allé capter leurs attentes sur place à Bafia.
3 ans d'anxiété, de patience et de prière intense, le Seigneur Tout-Puissant a enfin dit son dernier mot. Dès ce mercredi, Monseigneur Emmanuel Dassi Yunfa devient le nouvel évêque de Bafia. La joie est perceptible sur les visages des diocésains visiblement soulagés. C'est une très grande joie. J'étais comme perdu. Mais vraiment, ne serait-ce que cette nouvelle qu'il est déjà là. Je suis dans une très grande joie. Resté orphelin depuis le 31 mai 2017, date de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, ces dénouements heureux étaient espérés et même très attendus par une communauté chrétienne déjà habituée à suivre les pas d'un guide. C'est une nomination qu'on attendait depuis, dans la patience. Et nous sommes heureux que ça se réalise enfin. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous avons rempli le mandat qui nous avait été confié. Les fidèles chrétiens de ces diocèses qui n'attendent plus que l'installation du nouvel évêque promettent déjà un accompagnement inconditionnel à Monseigneur Emmanuel Dassi Yunfa afin qu'il puisse mener à bien la charge que vient de lui confier le Saint-Père, le pape François. Les défis sont nombreux, ont-ils souligné, mais il peut bien compter sur sa nouvelle famille pour y faire face. Direction Douala pour faire la connaissance de Madeleine Koum. C'est le nouveau directeur général adjoint de la SCB Cameroun, une spécialiste en administration des entreprises installée officiellement hier mardi par le directeur général de la banque Rufin Kacham est à Douala. Invité trié sur le volet et soumis au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Il s'agit de s'adapter aux nouvelles exigences sanitaires pour être témoin de ce moment important de la vie de la SCB. L'installation officielle de Madeleine Koum, née Ebenye Ewele, comme nouveau directeur général adjoint de la SCB Cameroun. Pour le top management de cette institution bancaire filiale du groupe Attijari Wafa Bank, c'est la personne dont la banque avait besoin pour se hisser au sommet. Une femme, 35 ans d'ancienneté dans la maison, toute sa carrière au contact de la clientèle, une technicienne de la banque. Le président de la République a proposé son nom comme directeur général adjoint et je m'en réjouis. C'est une chance pour la SCB et c'est aussi la marque d'un nouveau départ pour cette banque. Première femme à occuper ce poste de responsabilité, le nouveau numéro 2 de la SCB Cameroun sait déjà quel compte ouvrir pour répondre aux attentes de tous. Vous savez, le chef de l'État fait confiance aux femmes et il ne cesse de promouvoir la femme camerounaise. Donc, je reçois sa haute confiance avec beaucoup de joie. J'ai passé, je dirais, après mes études, toute ma vie dans cette banque. Et je vous assure, j'ai beaucoup reçu de cette banque. La belle opportunité m'est offerte aujourd'hui pour rendre le bien que j'ai reçu, pour faire en sorte que la SCB se développe, pour faire en sorte que les collègues, les collaborateurs qui y travaillent s'épanouissent et que, bien évidemment, vous, nos clients, vous soyez encore plus satisfaits de nos services. La touche Madeleine Koum, nouveau directeur général adjoint, qui a travaillé 35 ans dans cette structure, est très attendue pour faire de la SCB Cameroun, présente dans les 10 régions, l'institution bancaire de tout premier choix au Cameroun. Accompagnement pour le Ramadan 2020 des produits alimentaires remis à la communauté musulmane de la Mofo et à Famba Anfou, un don du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana, salué par l'ensemble des bénéficiaires. Luc, bienvenue au Nana. Tradition respectée encore cette année dans la Mefou et à Famba. Luc Magloire Mbarga Tangana, fils du terroir, est allé ce mercredi renforcer comme depuis une quinzaine d'années la foi de la communauté musulmane avec des œuvres. Il était donc, nous semble-t-il, de notre devoir civique, notre devoir républicain de venir manifester notre soutien à nos frères. Il s'agit peut-être donc de soutenir les nécessiteux, mais aussi et surtout de solidifier le vivre ensemble et l'unité nationale, si chère au chef de l'État. Le vivre ensemble qui doit être pas simplement un slogan,
mais qui doit être une réalité. L'Odon, composé d'une tonne de riz, de 500 kg de farine froment, d'une tonne et demie de sucre, des cartons de sel et d'huile végétale, a suscité la gratitude des bénéficiaires. À ma qualité de coordonnateur des imams de la Mefou Famba et au nom de tous les imams de la Mefou Famba, nous lui disons sincèrement merci. Outre les denrées alimentaires, des seaux robinets, du savon et des détergents destinés à la lutte contre le Covid-19 ont été remis à la communauté musulmane de la Mefou et à Famba. La page des sports et le sacre de PWD de Bamenda, champion 2020. Les officiels et les fans du club saluent la victoire des Abakwa Boys, champion de la saison sportive 2019-2020 en football, selon la décision prise hier mardi par la Fédération camerounaise de football. La joie et les ambitions de l'équipe à Bamenda, c'est dans ce reportage de Augustin Guizana. Après plus d'un demi-siècle d'existence à cheval entre les Ligues 1 et 2 au Cameroun, PWD de Bamenda se hisse au firmament en 2020. Un couronnement qui mérite d'être jubilé. On était en tête du championnat, on était en tête du classement. Et c'est tout à fait logique, compte tenu des circonstances qui nous animent en ce moment, on ne peut pas continuer à jouer. Et naturellement, PWD est sacré champion. Nous sommes très contents, nous sommes très fiers du travail que nous avons abattu. Les observateurs avertis de la scène footballistique de la région du Nord-Ouest remontent le temps et indiquent que le parcours de PWD, notamment lors de la saison sportive qui s'achève, avec 47 points au compteur, prédestinait le club au titre de champion. Les premiers débuts avec ce 6-1, je ne sais pas si c'est Coton Sport, oui, qui a eu à battre PWD 6-1. Et on croyait que l'équipe n'allait pas aller peut-être jusqu'au devant. Mais aujourd'hui, c'est un sac tout à fait mérité parce qu'au fur et à mesure que l'équipe progressait, ça changeait. La décision de la Fédération camerounaise de football maintient PWD en Elite One et classe le club de Bamenda porte-étendard du Cameroun en Champions League africaine. Une paire de manches qui ne peut être gagnée sans le concours de tout le Cameroun. On a une grande base de supporters, surtout en Europe, en Amérique, et on va voir comment on va le mobiliser pour faire un effort, pour injecter de l'argent dans notre campagne aussi. Public Works Department est sacré champion du Cameroun, mais le souhait du club et de ses fans est que le Covid-19 trépasse et donne une passe décisive à la reprise des compétitions sportives, devant permettre à PWD de montrer de quel bois il s'échauffe sur les stades. Tous les clubs de football sont donc fixés sur les conclusions de la saison 2019-2020 et il n'y aura pas de relégation. C'est là la décision prise hier par la FECAFOOT et la FECAFOOT qui donnait par ailleurs un point de presse sur les explications de cette décision ce mercredi à Yaoundé. Voici les autres implications de cette décision de la FECAFOOT avec Évariste Yenga. Les champions de la saison ont été déterminés par les classements généraux. C'est donc en toute logique que PWD de Bamenda est champion de la première division. Le club du Nord-Ouest, premier avec 47 points, dévance Coton Sport d'une seule unité et la Colombe de 2. PWD est le représentant camerounais à la Ligue africaine des champions. La fin prématurée de l'Elite Tour fait des Astres de Douala le champion de la division 2. Leur bonheur, les Astres vont le partager avec le premier dauphin, Yafoot. Astres et Yafoot sont admis en première division dès la prochaine saison. Le coronavirus n'a pas fait de ravages, mais plutôt du bonheur aux mal classés. Avion, Tonnerre et Dragon sont maintenus en division première. De même, Léopard, Foncha Street et AS Matelot sont épargnés d'une descente en division régionale. Dans cette division régionale, c'est le statu quo, pas de montée en Elite Tour et aucune descente. En plus, les clubs des championnats amateurs sont d'office affiliés sans frais à la prochaine saison. Au football féminin, Louvmin Prof est habitué du fauteuil de champion. Mais le club ministériel devra remercier le coronavirus cette saison pour avoir stoppé la compétition pendant que l'équipe occupait la première place au classement. Louvmin Prof est champion au football féminin. Ces nouvelles sportives mettent un terme à ce 20h30, un journal préparé avec la collaboration de Elvire Ninan Galim et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur notre antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou.
Retrouvez immédiatement après Gisèle Neminga dans le magazine 7 Échos. Et je vous souhaite déjà une très très belle soirée avec nos programmes. Et à demain, 20h30.